Professeur Inès Rochtaili, chef de service d'endocrinologie et de médecine interne au CHU Fatouma Bourguiba de Monastir et secrétaire générale de la Société tunisienne d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les laboratoires Teriac de m'avoir invité à ce partage scientifique sur les particularités du patient diabétique face à cette nouvelle pandémie mondiale Covid-19. Dans cette présentation, on va essayer de répondre à quelques questions concernant le patient diabétique Covid positif ou Covid négatif. Tout d'abord, quel est le risque lié au diabète pour le Covid-19? Donc, comme vous le savez très bien, le Covid-19 est une maladie virale très contagieuse puisqu'une personne infectée peut contaminer entre 2 et 3 personnes alors que le chiffre est autour de 1 pour la grippe, ce qui explique sa progression exponentielle actuellement inquiétante dans le monde. Alors on sait que par rapport à cette infection, 80% de ces personnes vont être soit peu, soit poussy-symptomatiques. Uniquement 15 à 20% de ces formes vont être graves et à peu près 5% vont nécessiter une assistance respiratoire, notamment 5% de séjours en réanimation. Et on sait que ces personnes qui vont être hospitalisées en réanimation, le pronostic est très réservé et à peu près une personne sur 2 va mourir. Donc 50% de mortalité dans les services de réanimation. Alors maintenant, lorsqu'on regarde les patients qui sont hospitalisés, et selon plusieurs cohortes qui ont été en fait publiées dans des journaux internationaux, donc notamment le JAMA et le New England Journal of Medicine, et on sait juste ici une petite parenthèse que ces deux revues publient tous les jours une mise au point avec une publication concernant le traitement, l'évolution de la pandémie, etc. Donc tous les jours, on a des publications qui sont gratuites proposées par ces deux revues prestigieuses qui est le JAMA et la New England Journal of Medicine. Donc on sait qu'à peu près 50% des patients qui sont hospitalisés présentent des comorbidités. Alors ces comorbidités, ça peut être donc l'hypertension artérielle qui a été observée dans 30% des cas. Ça peut être des maladies cardiovasculaires, notamment l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies ischémiques, ça peut être des maladies rénales ou bien des patients avec l'immunité qui est altérée, notamment les patients qui présentent des cancers actifs, donc aussi sont touchés et sont sujets à être donc hospitalisés dans des milieux hospitaliers de façon générale. Alors par rapport au diabète, on sait qu'il existe entre 10 à 20% des hospitalisations qui sont observés en fait pour des patients diabétiques. Et on sait aussi que 22% de ces patients diabétiques vont être admis dans les milieux de réanimation. Alors ça, concernant l'hospitalisation de façon générale. Maintenant, lorsqu'on regarde la mortalité, on sait que 30% des patients qui vont décéder sont des patients diabétiques. Et généralement, c'est pas le diabète uniquement, c'est un diabète qui est multicompliqué, c'est un diabète qui est associé à d'autres comorbidités. Alors après, le reste, donc, comme je viens de dire, sont généralement la mortalité est liée à ces comorbidités. Donc actuellement, il y a un nouvel élément pronostic qui a été observé récemment selon les dernières publications, c'est l'obésité. Donc on sait que les patients, par exemple, diabétiques obèses, il y a un risque de surmortalité. Et là, l'obésité, c'est surtout l'obésité morbide, c'est-à-dire un BMI supérieur à 40 kg par mètre carré, mais aussi les patients avec une obésité sévère, notamment un BMI supérieur à 35 kg par mètre carré. Donc on sait que l'obésité aussi, c'est un facteur pronostic notamment de surmortalité. Mais lorsqu'on regarde les chiffres de façon globale, on sait que le diabète est associé à un autre ratio de mortalité hospitalière de l'ordre de 2,85. Donc il y a une multiplication de risque de mortalité par 2,8 pour les patients en fait diabétiques. Alors maintenant on a vu déjà le risque qui est lié au diabète. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques, ou est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques de Covid-19 chez le patient diabétique. Alors, ce qu'il faut savoir, que les symptômes de façon générale, ils ne diffèrent pas en présence d'un diabète. C'est-à-dire, on va trouver une toux, on va trouver une asthénie, on peut trouver des courbatures, on va trouver la fièvre et aussi parfois des signes digestifs, notamment la diarrhée. Donc, il n'y a pas de différence réelle entre les symptômes observés chez le diabétique et chez le non-diabétique. En revanche, on sait que l'infection a une tendance à aggraver le diabète ou à déséquilibrer le diabète. Donc on sait que c'est comme la grippe en fait, que ce Covid-19 va induire un déséquilibre du diabète avec un risque important de décompensation
et notamment sont essentiellement les décompensations cétosiques ou acidocétosiques qui s'observent chez le diabétique déséquilibré avec une infection Covid-19. Donc ici, il faut insister aussi sur le caractère rapidement évolutif de cette cétose qu'on observe chez le patient diabétique. Donc, en présence d'une toux ou d'une fièvre chez une personne ayant un diabète, l'absence de déséquilibre de diabète est en faveur de l'absence de l'infection Covid-19. C'est-à-dire si quelqu'un présente des symptômes, notamment soi-disant les symptômes de la grippe de façon générale, mais en présence d'un diabète qui reste équilibré, c'est un élément qui est contre l'infection par le Covid-19. Donc, ici, il faut insister sur la surveillance attentive des patients diabétiques, notamment en cas de suspicion de Covid-19, il faut renforcer cette autosurveillance. Alors, on va dire que voilà, pour les personnes qui présentent ou qui ont des glucomètres chez eux, donc ils doivent s'autosurveiller de façon régulière, mais aussi de façon accélérée. Mais on sait aussi que ces bandelettes ne sont pas remboursées, que ce n'est pas tous les patients diabétiques qui possèdent des moyens d'automesure. Dans ce cas-là, donc les personnes, ils savent, lorsqu'ils sont déséquilibrés, ils vont avoir une aggravation du syndrome polyuropolydipsique, une icturie qui va être plus importante et puis une asthénie. Donc, il faut attirer l'attention qu'en présence d'un déséquilibre, notamment aigu du diabète, il faut penser donc à l'infection par Covid-19, bien sûr, en présence des symptômes qui peuvent exister, notamment la toux, la fatigue et puis parfois les signes respiratoires. Donc ici, on est face à deux situations. Donc, chez le diabétique, la première situation, c'est un déséquilibre de diabète. Surtout que actuellement, on sait que l'activité hospitalière est réduite, l'activité hospitalière à froid est suspendue et la majorité des cabinets sont fermés. Donc, en absence, et aussi il y a un autre paramètre très important en Tunisie, c'est pas comme en Europe, on n'a pas réellement de téléconsultation. Donc, on fait pas de la téléconsultation de façon systématique. Donc là, la personne devant un déséquilibre de son diabète qui a été en fait attesté sur la présence du chiffre glycémique, généralement on dit supérieur à 2,5 grammes ou des hémoglobines glyquées déjà auparavant qui sont déjà aux alentours de 9% ou de 8,5%. Donc ce sont déjà des personnes qui n'étaient pas équilibrées, comme maintenant il y a cette pandémie. Donc là, le patient doit appeler son médecin traitant. Ou bien les patients qui sont en fait suivis par les hôpitaux, etc., les hôpitaux publics, donc ils doivent appeler en fait les numéros. Il y a des numéros qui sont mis à disposition de ces personnes pour justement ajuster leur traitement. Donc s'ils sont sous antidiabétiques oraux, on va augmenter la posologie, on va insister sur l'observance thérapeutique, l'observance du régime. Et s'ils sont déjà sous insuline, aussi on peut adapter les doses d'insuline. Ici, le mot d'ordre, il faut être très vigilant. C'est très important parce que si jamais on a une aggravation de ce déséquilibre ou l'apparition des signes, notamment une dyspnée, une fièvre, une douleur digestive ou des troubles digestifs, etc., là, il faut appeler les numéros qui sont mis à disposition par les autorités, notamment par le ministère de la Santé. Notamment, il faut appeler le SAMU ou appeler les autres numéros. Et là, parfois, on a un problème. Ce que tellement ces appels téléphoniques, c'est-à-dire ils sont fréquents, on a l'impression que parfois le SAMU en fait on est débordé et on n'a pas de réponse. Là aussi un autre message que j'estime très important, il ne faut pas hésiter à consulter. Parce que pourquoi consulter? Parce qu'à un certain moment on dit qu'il faut un confinement, il faut respecter le confinement. Les diabétiques, ils ont peur des urgences. Là, ce qu'il faut savoir que la majorité des hôpitaux, que ce soit des hôpitaux publics, que ce soit des hôpitaux régionaux, que ce soit des cliniques privées, ils ont déjà programmé un circuit, ce qu'on appelle le circuit Covid. C'est-à-dire, il y aura un pré-triage, il y a un triage, il y a des circuits Covid positifs, Covid négatifs. C'est-à-dire, si jamais la personne n'a pas reçu de réponse, elle doit consulter. De toutes les manières, on a des circuits qui sont dédiés à ça. Et surtout, il faut rassurer ces personnes par rapport à la consultation parce que les gens, ils ont peur de choper un Covid ou d'attraper cette infection. Là, le message aussi, un deuxième message, c'est de ne pas passer à côté d'autres pathologies qui risquent d'être graves, notamment un syndrome coronarien aigu, une infection intercurrente, donc grave, etc. Il n'y a pas que le Covid. La personne peut déséquilibrer son diabète en présence d'une autre infection ou d'une autre affection ou d'une autre maladie qui risque de mettre en jeu le pronostic vital. Donc ici, vraiment, il faut être très vigilant
il faut être prudent. Et voilà, il faut donc rassurer les personnes que si jamais elles vont consulter, de toute façon, on a des circuits qui sont dédiés à ça. Alors, la deuxième situation, c'est-à-dire on a parlé de la première situation, c'est-à-dire un patient qui déséquilibre son diabète. La deuxième situation, il y a une forte suspicion de Covid-19. Donc là, il faut appeler le SAMU et les numéros qui sont aussi mis à disposition pour tous les gouvernorats. Alors, pourquoi on appelle le SAMU? Justement, c'est pour faire des prélèvements, c'est-à-dire à domicile, des prélèvements nasopharyngiens pour donc chercher le coronavirus ou chercher le Covid. Alors, si après on aura des réponses, donc ça dépend donc des centres. Actuellement, on sait qu'il y a une petite vulgarisation, en fait, entre parenthèses, de ces prélèvements. Ce n'est pas uniquement centré à Tunis, mais on sait que certains hôpitaux ont déjà commencé à faire ces prélèvements et ces tests donc, diagnostiques du Covid. Donc, si jamais il y a une réponse qui est positive, généralement, on l'obtient au bout de 24 heures, mais actuellement, comme je viens de dire, au bout de quelques heures, on peut avoir le résultat. Alors, si c'est positif et que le patient est polysymptomatique, et que le diabète n'est pas déséquilibré, là, c'est une indication pour un confinement à domicile. Donc, avec une surveillance fréquente, notamment une surveillance glycémique, et puis une surveillance aussi des signes respiratoires, mais aussi de la température. Et généralement, ça dépend aussi des structures. Par exemple, je prends le cas de figure de Monastir. Des personnes qui sont qui sont restées chez eux en quelque sorte, ils sont appelés tous les jours par des médecins pour voir l'évolution donc des symptômes. Alors, si jamais il y a une aggravation, généralement, ces personnes vont être transférées dans les structures sanitaires par le SAMU. Et là, ça va dépendre si la personne se porte bien, mais qu'elle présente donc des signes notamment respiratoires. Donc là, il faut une source d'oxygène. Donc parfois, les personnes sont hospitalisées au début dans des services infectieux. Sinon, c'est une hospitalisation dans des milieux de réanimation, notamment pour l'assistance respiratoire artificielle. Alors, si jamais il y a une aggravation, la personne, elle est chez elle, il y a une aggravation des symptômes, il y a une apparition de la dyspnée, etc. S'il n'y a pas de réponse à ces numéros, les personnes doivent consulter les urgences. Et comme je viens de dire, il y a de toute façon ce circuit donc Covid positif. Il ne faut pas que les personnes donc crèvent chez elles, parce que actuellement, malheureusement, il y a certaines, disons, il y a toujours dans des stratégies des insuffisances. Et malheureusement, on observe quelques décès actuellement, des décès de personnes atteintes de Covid, donc des personnes qui restent chez elles. Donc là aussi, encore une fois, donc il ne faut pas hésiter, il faut consulter ces centres donc de triage, les urgences, etc. Et de l'autre côté, donc aussi il faut insister sur la protection du personnel médical et paramédical et considérer que tout patient est Covid positif, pour donc prendre les mesures nécessaires pour se protéger et pour ne pas attraper en fait cette infection, parce qu'on sait le taux de contamination, notamment dans les hôpitaux, dans les cabinets, c'est un taux qui est très important et qui est un peu effrayant. Donc, ordre du jour aussi, toujours se protéger. Alors maintenant, la troisième question, quels sont les traitements qu'il faut utiliser ou ne pas utiliser en cas de Covid-19 ? Donc on sait qu'il y a certains médicaments qu'on doit éviter, entre autres les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors pourquoi les ANS? Parce qu'on a observé une relation positive entre l'emploi d'ANS, surtout de façon, entre parenthèses, l'automédication en utilisant ces médicaments, et le risque de mortalité. Donc c'est pour ça, actuellement, il y a certaines recommandations qui disent qu'il faut éviter ces médicaments. Alors si jamais on a une fièvre, le seul qui est autorisé, c'est le paracétamol. Maintenant, ça c'est par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors par rapport à la corticothérapie, pas de corticothérapie de nouveau, c'est-à-dire il ne faut pas prescrire des corticoïdes comme ça, sauf dans certaines indications qui doivent être en fait posées par le médecin. Maintenant, les personnes qui sont déjà sous corticoïdes, notamment les personnes qui sont asthmatiques, les personnes qui reçoivent des corticoïdes pour des maladies chroniques, notamment inflammatoires,
chroniques, notamment rhumatismales ou des conjonctivites, etc. Donc les personnes ne doivent pas arrêter leur corticothérapie. Donc on doit poursuivre les corticoïdes et si jamais il faut en fait arrêter, ça doit être une prescription médicamenteuse, ça doit être c'est le médecin qui doit décider de la poursuite ou de l'arrêt de cette corticothérapie. Alors maintenant, il y a un autre sujet ou un autre sujet de débat, ce sont les bloqueurs du système rénine-angiotensin. Alors on sait qu'actuellement, il y a eu beaucoup de papiers concernant l'utilisation de ces médicaments. D'un côté, parce qu'on sait qu'il y a 30% des personnes qui sont hospitalisées dans les formes graves, sont 30% des personnes hypertendues. Et de l'autre côté, il y a un constat en fait, par rapport à ce virus, qu'il existe un tropisme du coronavirus à l'enzyme de conversion de type 2, ce qui va faciliter la pénétration de ce virus dans les cellules pulmonaires. Et à ce moment-là, il y a certains qui ont proposé d'arrêter ces bloqueurs du système rénine-angiotensin pour, soi-disant, éviter en fait cette facilitation de la pénétration de ce virus à l'intérieur des cellules pulmonaires. Là, ce qu'il faut savoir, ça a été en fait balancé et ça a été infirmé par les sociétés savantes. Et actuellement, il y a eu une prise de position qui a été proposée par la Société européenne de cardiologie pour dire qu'il faut poursuivre ces médicaments. Il ne faut pas arrêter ni les IEC, ni les ARA2 en présence de Covid-19. Et actuellement, dernièrement, depuis quelques jours, il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis concernant la mortalité, le risque de décompensation d'insuffisance cardiaque. Et justement, ce qui a été observé, c'est que ces patients qui ont arrêté leurs médicaments, ils ont décompensé d'autres pathologies, notamment la pathologie cardiovasculaire. Donc là, il faut aussi être prudent. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il faut poursuivre les bloqueurs du système rénine-angiotensin. Ça a été proposé par les sociétés savantes de cardiologie, mais aussi actuellement, hier, j'ai lu un article qui a été, en fait, c'est un article de néphrologie qui dit qu'il faut aussi poursuivre ces médicaments en cas d'infection, donc Covid positif. Maintenant, il y a un autre aussi sujet de débat, si j'ose dire, c'est l'utilisation des médicaments en cas d'infection, parce que aussi les diabétiques, ça rejoint la population générale. Est-ce qu'il faut traiter ou pas par l'hydroxychloroquine? Est-ce qu'il faut donner des antiviraux? Est-ce qu'il faut associer des macrolides ou pas? Là, ce qu'il faut savoir, déjà à l'échelle tunisienne, que l'INEAS a proposé des guidelines pour traiter ces patients. Et donc, c'est au médecin de juger s'il va traiter ou pas par ces nouveaux médicaments, ces nouvelles indications en fait, d'hydroxychloroquine, et c'est l'affaire en fait, des médecins et des infectieux, toujours pas d'automédication. Et après, je sais qu'il y a des protocoles nationaux qui sont en fait en cours concernant l'utilisation de ces médicaments, notamment les antiviraux et l'utilisation de la chloroquine. Donc là, il y a l'INEAS qui a en fait clarifié un petit peu ce sujet de débat par rapport à l'utilisation ou non de ces médicaments. Alors maintenant, puisqu'on parle toujours de patients diabétiques, quelles sont les précautions à prendre pour la prise en charge du diabète? Alors, ce qu'il faut savoir qu'il y a des mesures générales. Ce sont les mêmes précautions ou les mêmes mesures générales que dans la population générale, c'est-à-dire le lavage fréquent des mains, que ce soit au savon, que ce soit avec le gel hydroalcoolique, il faut éviter de toucher le visage, la bouche, le nez, les yeux avec les mains, tousser ou éternuer dans un mouchoir et le jeter immédiatement. Il faut éviter les contacts sociaux et notamment respecter donc la distance de 1 mètre. Pour les personnes âgées et fragiles, donc là, il faut respecter de façon stricte le confinement et éviter autant que possible, bien sûr, les lieux publics et notamment là où il y a le risque important de contamination, surtout qu'on est actuellement en phase 3, donc il y a des contaminations donc transversales, donc on ne sait pas, on ne connaît pas qui peut être malade, qui peut ne pas être malade, et surtout qu'on sait qu'il y a, comme je viens de dire, il y a à peu près 80% des formes paucisymptomatiques ou même asymptomatiques, donc le risque de contamination est très important. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les mêmes mesures donc, que la population générale, mais aussi être plus attentif parce que lorsqu'on a un diabète, on est plus fragile que la population générale, et lorsqu'on est âgé aussi, lorsqu'on a des comorbidités, là, il faut respecter de façon stricte le confinement. Alors maintenant, par rapport au travail, alors parce qu'aussi, on a été sollicité par nos patients pour écrire des lettres pour des arrêts de travail.
Alors, ce qu'il faut savoir que, par exemple, prends l'exemple de la Société française de diabétologie, là, ils disent que tout diabète mal contrôlé, insulinotraité ou tout diabète compliqué, donc là, il faut préférer donc ce qu'on appelle le télétravail. Donc, le télétravail est proposé, il ne faut pas se déplacer, il faut respecter donc, le confinement. Alors, pour les personnes qui sont diabétiques, qui sont plus ou moins équilibrées, qui sont sous antidiabétiques oraux ou même sous insuline, qui sont équilibrées, qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de maladie rénale active ou une maladie cardiovasculaire, là, il faut aussi un respect strict, c'est-à-dire on peut travailler, on peut se rendre sur les lieux de travail. Après, c'est le médecin, c'est à lui de juger, le médecin traitant, est-ce que son patient peut continuer ou pas, et quel est le risque encouru par ce patient. Et bien sûr, si jamais on va travailler, c'est-à-dire on va se rendre à nos entreprises, etc., là, il faut toujours avoir le même respect strict des gestes barrières. Puis, il faut renforcer aussi la surveillance de ces patients diabétiques, c'est-à-dire l'autosurveillance à envisager dans ces cas, notamment lorsqu'il va sortir et travailler, etc. Alors, après, est-ce qu'il y a d'autres précautions? Donc, bien sûr, comme j'ai déjà dit, il faut avoir un bon équilibre glycémique, parce que déjà, un bon équilibre, déjà, on va traiter mieux l'infection, notamment Covid+, lorsqu'on est équilibré, que lorsqu'on n'est pas, on ne l'est pas. Il y a toujours des difficultés de gestion du diabète en présence de cette infection, notamment lorsque le diabète était déjà déséquilibré. Il faut aussi avoir le traitement nécessaire pour cette période de confinement, c'est-à-dire il faut avoir la quantité d'antidiabétiques oraux, d'insuline, mais aussi le matériel de surveillance. Donc de surveillance, soit l'autosurveillance, et généralement pour les personnes insulino-récurrentes, on leur dit qu'à côté de l'autosurveillance, notamment la glycémie capillaire, il faut avoir aussi des bandelettes urinaires, parce que si jamais la glycémie reste toujours élevée, qu'il existe une asthénie avec donc des signes qui peuvent apparaître, donc là il faut rechercher les corps cétoniques au niveau urinaire. Donc renforcer le rythme de surveillance du diabétique, surtout en cas de symptômes, et s'assurer aussi que le patient possède tous les numéros à appeler en cas de besoin, notamment les numéros des hôpitaux et des médecins et des cliniques, etc. Donc à la fin, je finis par dire qu'il faut insister sur le fait qu'un patient diabétique bien équilibré, sans comorbidité, sans insuffisance rénale, sans problème cardiovasculaire sérieux, sans problème respiratoire, ont presque le même risque que la population générale. Mais il faut être plus attentif et il faut être plus strict. Par contre, on ne connaît pas le comportement et les caractéristiques réelles de ces patients diabétiques face à ce Covid-19, et on sait que maintenant la Société francophone de diabétologie lance une nouvelle étude qui s'appelle Coronado, qui est une étude multicentrique pour mieux caractériser les patients atteints de Covid-19 et qui sont hospitalisés. Donc d'ici peut-être 1 ou 2 semaines, on aura, parce qu'on va inclure les 300 premiers malades atteints de Covid-19. Donc c'était un appel qui a été lancé pour toutes les sociétés savantes, les diabétologues qui voient donc ces patients ou les hospitalisations de ces patients en fait diabétiques Covid positifs. Donc la prise en charge de ces patients doit être rigoureuse. La protection des professionnels de la santé, là, c'est un élément qui est important, donc il faut insister sur la protection des paramédicaux et des médecins qui vont traiter ces patients, et toujours donc considérer tout patient comme étant un patient Covid-19 positif, et pour être positive et pour semer un peu d'espoir, je vais dire à la fin qu'aussi longue soit la tempête, le soleil finira toujours par percer les nuages, même les plus denses. Donc, bon courage à toutes et à tous.